Bonjour et bienvenue au One Eye Club, la balado-diffusion de bande dessinée du Sud. Je dis pas de mot d'anglais. C'est bien. Bonjour à tous, je suis donc Pierrick, on me surnomme One Eye Pied, je suis entouré de Thio et de Tizak. Bonjour. Et nous allons donc faire une émission en public, c'est la deuxième fois qu'on fait cet exercice. Vous avez constaté qu'on est un peu long au démarrage, mais c'est parce qu'on a le stress et qu'on est super pas à l'aise. Surtout qu'on a quelqu'un avec nous dont on a beaucoup aimé le travail, c'est Florent Chavoué. Bonjour Florent. Bonjour à tous. Bonjour. Donc l'émission va se dérouler comme suit. On va d'abord revenir un peu sur la carrière de Florent, comment il en est arrivé là où il en est. Ça fait stresser tout de suite. Elle est pas très longue ma carrière. Ta vie, ton œuvre, tout ça, quoi. Voilà. Et puis on va revenir un petit peu aussi sur quelques ouvrages qui t'ont influencé, qui ont forgé un peu ton travail, qui t'ont amené à ce que tu fais à l'heure actuelle, ou pas, on verra. Et on commence tout de suite sur ta vie, ton œuvre. Donc Florent, déjà, il est surtout connu pour deux ouvrages qui sont Manabeshima et Tokyo Sampo, dans le désordre. Donc Tokyo Sampo et Manabeshima, qui sont des carnets de voyage au Japon. L'un se passe à la ville, à Tokyo, et l'autre dans le fin fond de la campagne perdue, à Manabeshima, sur une petite île complètement paumée, j'ai l'impression. En tout cas, c'est l'impression petite île. C'est l'impression que ça donne à la lecture. Alors j'ai commencé à essayer de me renseigner un peu sur ce que tu avais fait dans ta vie. J'ai été voir sur ton site. T'as tout juste. Hein. Ouais, ça va. J'ai été voir sur ton site ce que tu racontais. Et j'ai remarqué que ta formation, tu as fait un BTS assistant en création industrielle, tu as une maîtrise d'art appliqué, et tu as fait un master 2 art plastique avec un mémoire sur Winsor McKay. T'es vraiment entre le dessin pratique et le dessin créatif. C'est au niveau de cette formation-là. Tu savais pas trop si tu voulais en fait manger de ton dessin ou être un artiste. Oui. Est-ce que je peux parler un peu plus près du micro, s'il te plaît ? Merci. Oui. En fait, juste après le bac, comme beaucoup de personnes, je me suis pas trop renseigné sur quoi faire de ma vie après. Et je voulais simplement, j'hésitais entre le dessin et l'histoire et la géographie aussi. Et puis finalement, j'ai opté pour le dessin et c'est comme ça que je me suis inscrit au BTS de design. Donc c'est design produit en fait, mais ça porte plus le même nom maintenant, design produit, donc on dessine des cafetières et tout ça, des bagnoles. La Nespresso, ça a failli être toi ? Comment ? La Nespresso, ça a failli être toi ? Ouais, j'ai une passion pour les cafetières à cette époque-là, mais j'aurais pu... oui, et puis en plus c'était le seul truc qui proposait des études dans le dessin dans mon coin, dans ma campagne, puisque c'est vraiment j'ai fait ça dans une petite ville. Et puis après, la fac, j'ai continué puisque j'étais boursier en fait. Et tant que j'avais des bourses, je continuais les études. Non, mais très honnêtement, il n'y avait pas d'autre motivation parce qu'on dessine plus du tout à la fac. Fac d'art appliqué ou d'art plastique, on dessine pas. Et moi, ma seule motivation, c'était de dessiner, d'apprendre à dessiner, de rencontrer des gens qui dessinent, voilà. Et le BTS, c'était très bien, mais après. Non. T'avais aucun projet dès le départ ? J'ai plus les bourses, juste avant le doctorat, parce qu'après c'est très sélectif. Oui, c'est du devient. Je faisais vraiment le minimum syndical, mais. Ah, ces artistes. Tu avais déjà l'âme de l'artiste, tu vois, c'est déjà pas mal. Ouais. D'accord. Et donc, tu as enchaîné tes premières expériences, donc c'était très varié, j'ai eu l'impression. Il y a eu du voyage assez rapidement. Tu as d'abord sorti une BD qui s'appelait Rubicon des genoux, 200 exemplaires à Angoulême en 2002. Oula, on a sorti les vieux dossiers, c'est ça ? Ouais, on sort vraiment les vieux dossiers. Tu t'étais auto-édité pour le coup ? Non, c'est une longue histoire. La première fois que j'étais allé à Angoulême, c'était donc en 2000, je crois. Et j'étais allé comme ça avec des amis en total amateur, quoi, et pour voir de la BD. Et j'ai rencontré dans une rue une espèce de femme, qui avait une galerie et qui faisait qui offrait à boire en fait. Mais c'est pas un bar, c'était, il y avait des dessinateurs. Ça dure par contre. Il faut toujours qu'on t'offre un coup à boire quand même. Hein, ouais, oui,
Ça comme les motive, bourses ça en motive. fait. Et donc je suis rentré. En fait, il y avait un concours de dessin organisé, mais un peu informel comme ça. Il y avait des Polonais, je me souviens. Eux aussi, ils aiment bien voir. Et il fallait dessiner un extraterrestre. Je me souviens. Je suis en train de m'en souvenir en direct. Et j'avais dessiné un extraterrestre, voilà. Et j'avais gagné. Enfin, il y avait plusieurs gagnants. Et le lot, c'était d'être édité par cette femme. Ça fait très louche, hein, comme truc, mais. Et et elle l'a fait en fait. Donc, mais bon, c'était à titre gracieux, quoi. J'ai rien gagné. Mais donc elle m'a dit, oui, voilà, fais-moi des dessins dans un an et je t'invite à Angoulême la prochaine fois. Et je t'ai dit ta BD. Mais c'était imprimé sur des A4. Enfin voilà. Ça t'a aidé un peu à faire connaître ce contact à Angoulême? Pas du tout. Non. Je pense que ça servait à m'a rien, quoi. C'est ce qui a prolongé mon errance. J'ai commencé le théâtre, j'étais au primaire et c'était ma maîtresse qui m'a mis sur scène. Ouais. Tu as enchaîné avec une bourse Paris Jeune Aventure. Et là, tu marques sur ton site 2300 km de vélo au Japon. Donc 2300 km de vélo, moi, ça me fait très peur en général. Déjà 1 kilomètre, c'est... Premier carnet, c'est et vélo t'as fait qui te fait premier peur, carnet de voyage. Oui, mais j'ai perdu. J'ai tombé du vélo et je il est pas Merde. retourné. Mais il était pas. Enfin, c'était les débuts. En même temps, c'est toujours intéressant. Mais je regrette depuis l'avoir, c'est sûr. Mais c'est pas facile de conjuguer justement les voyages à vélo parce que j'en ai fait d'autres après. Et avec le dessin, et c'est dommage parce que à chaque fois c'est des voyages remplis de choses. Enfin, c'est merveilleux. J'adore ces voyages parce qu'il se passe plein de choses. On voit plein de décors, on rencontre plein de gens, et puis il y a plein d'anecdotes, plein de micro-aventures, tout ça. Donc il y a vraiment un contenu que j'aimerais dessiner personnellement, mais c'est pas conjugable avec le fait de rouler, tout ça. Enfin, il faudrait que je double le temps pour le faire. Enfin, faudrait que je Alors fasse. tu trouves un tandem, quelqu'un qui pédale et toi qui dessine. Ouais. T'as aussi fait du jeu vidéo. Alors ça m'a intrigué parce que ouais, il y a des trucs, même toi t'as oublié. Lui aussi est intrigué, évidemment. Tu vois. Ah ouais, mais c'était à l'époque où je cherchais du boulot, hein, que j'avais le CV que tu me sors là. Ah ouais, drôle to be alive. J'ai mis c'est toutes noté. les expériences professionnelles, les travaux saisonniers et tout ça. Oui, On a mais ça, contacté c'est... ta maman, elle nous a donné tes premiers dessins. Ouais. Tu avais 5 ans. Non, mais ça, j'ai un copain qui bossait à Super Info Game à Roubaix, c'est à Roubaix, non, à Valenciennes, voilà, Valenciennes. Et maintenant il est dans le jeu vidéo et pour son projet de fin d'études, il avait monté un jeu vidéo avec ses amis, voilà. Et il m'avait proposé de faire le graphisme, enfin la recherche graphique du personnage. C'était très simple. C'était vraiment que de la recherche graphique, t'as pas eu d'implication dans un Non, peu de procédé. Non, mais moi, derrière en plus, je connais rien à l'informatique et tout ça, donc non, mais c'était dessiner les personnages et puis après ils les mettaient en 3D. Enfin voilà. En plus, c'était le principe du jeu, c'était des personnages très simples en papier justement, donc c'était vraiment du dessin simple et tout était très simple. On a continué à chercher dans tes vieux dossiers. Ouais. Et tu as fait de l'illustration. On a trouvé 2 bouquins. On a trouvé sur ton site, c'est toi qui l'annonces. Il y avait Hitchcock par exemple, par Tanguy Viel, où apparemment tu faisais des reprises d'affiches d'Hitchcock. C'est des fausses affiches d'Hitchcock? Non, alors ça c'est un projet, par des rencontres. C'est plus tard, c'est après mon premier livre, ça c'est après Tokyo Sampo. Ah d'accord. Ouais, non c'est pas. Et je suis en rencontrant quelqu'un qui était qui m'a proposé ça et qui est directeur de collection chez Naïve et donc du coup c'est l'éditeur du bouquin en question et qui m'avait dit on fait une petite collection sur des textes courts qui mêlent donc un texte d'un écrivain avec des dessins d'un dessinateur classique. Et puis il m'avait proposé j'ai un texte de Tanguy Viel qui est un grand amateur de cinéma mais que je connaissais pas à l'époque et qui raconte qui raconte qu'il doit choisir ses 10 films favoris. Un magazine lui a demandé de faire une liste de ses 10 films favoris et le texte raconte ça, de savoir quel film choisir parmi tous ceux qu'il adore et j'ai fait les dessins et j'ai fait c'est pas vraiment des affiches si, c'est très inspiré des affiches officielles, mais aussi. C'est encore du travail de commande en fait. Oui, mais celui-là il était bien. J'ai bien aimé. Celui-là était bien. On Alors, sortira les autres dossiers plus tard. Justement. Non, c'est dangereux les commandes quoi.
Le carnet secret de Lydie Lampion, Ouais, voilà. par Amanda Stairs. Alors là, on est dans du bouquin jeunesse. Ouais. Bon, non, mais c'était bien aussi, mais disons que Amanda, si tu nous écoutes. Ouais. L'idée de départ, enfin, c'est pareil, je l'ai rencontrée, voilà. Elle m'a dit, voilà, j'essaie de faire j'ai fait un livre pour enfants, enfin, j'ai fait le texte, est-ce que ça te dit d'en faire les illustrations, sachant que ça doit être un faux carnet intime d'une petite fille qu'on a retrouvé, et donc, c'est pour ça qu'elle m'avait contacté, parce qu'elle trouvait que dans mon premier bouquin, c'est pareil, il y avait que mon premier bouquin à l'époque, elle trouvait qu'il y avait un côté un peu naïf qu'on peut retrouver dans les journaux, enfin, il y a ça mélange dessin un peu réaliste et dessin complètement simpliste, et c'est ce qui lui avait plu, et elle voulait retrouver ça dans son bouquin pour enfants. Et du coup, moi, quand elle m'a dit ça, j'ai compris qu'elle avait assez bien cerné mon style de l'époque en tout cas. Et du coup, ça m'a mis en confiance. Tout ça. Mais après, il y a eu c'était un peu plus compliqué, surtout au niveau plus de l'éditeur. Enfin, il y avait beaucoup d'intermédiaires, c'est compliqué. Je savais pas à qui m'adresser pour savoir quoi. Puis après, il y avait le personnage principal, il devait avoir, il y avait un espèce d'accord avec Sonia Rykiel, je crois, enfin pour que la petite fille en question porte une tenue dessinée par Sonia Rykiel. Je m'en foutais complètement, je voulais pas ça. Mais... Et du coup, il y avait plein de trucs qui sont rajoutés, bref, et c'est un peu les aspects un peu risqués des commandes entre guillemets, ouais, c'est que on n'est pas maître à bord, et puis voilà, il y a plein d'intermédiaires, il y a plein d'imprévus. Je crois qu'on va passer à des choses un peu plus dans le vif du sujet. On va parler un peu de ta technique. Thio, tu voulais lancer une question au public, je crois. Ouais, c'était une petite question à toutes les personnes qui sont dans le public, qui, à l'école, a déjà regardé sa boîte de crayons de couleur en se disant « je vais refaire le même perroquet trop exceptionnel, voilà, avec plein de couleurs, trop bien dessiné ». Personne. Merci, donc ma blague est tombée à l'eau. Bon, je me casse. Ciao, les gars. Voilà, vous l'avez vexé, ça y est. Parce qu'on se demandait si c'était toi qui avais fait les dessins sur les boîtes de crayons de couleur, parce que c'est vrai que c'est toujours assez impressionnant. C'est-à-dire que nous, avec nos pauvres crayons de couleur, on fait trois trucs horribles, trois traits horribles. Parle pour toi. J'aimerais bien voir tes dessins au crayon de couleur. Je crois que ta mère en a un, justement, un petit oiseau. Ça s'appelle un carré. C'était ça. Quelque chose qui nous a marqué, que ce soit dans Tokyo Sempo ou Manabe Shima, il y a un gros travail sur la perspective qui est très étrange. D'ailleurs, quand je t'ai croisé, je pensais que tu avais un œil qui partait de l'autre côté, parce que c'est vraiment des perspectives assez hallucinantes. Hein. On se demande comment c'est possible. Ou alors scotché au plafond. Cet homme est équipé d'un fisheye. Voilà. Est-ce que c'est un exercice que tu apprécies particulièrement, ou est-ce que c'est une corvée que tu te donnes pour essayer de montrer le maximum de choses en un dessin ? C'est un peu de tout ça en fait. J'aime bien, il y a un côté quand même défi graphiques à relever, et puis ça fait un peu, je monte mes muscles entre guillemets, quoi. Et non, mais c'est un peu gratifiant. Enfin, si on y arrive. J'arrive à faire ça. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est un peu très terre à terre comme ça. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi effectivement le fait de devoir représenter, enfin le dessin précisément auquel tu fais référence. Je pense que c'est celui où je dessine l'intérieur d'un boui-boui au Japon, là, dans le deuxième bouquin. Là, il y avait le besoin donc de représenter un intérieur très chargé en détails, en plein d'objets, et c'est cette accumulation d'objets, de détails, tout ça qui donnait vraiment le sens, à mon avis, de l'intérieur de cet endroit, quoi, de se représenter qu'en fait les intérieurs japonais sont très chargés, très encombrés, très bordéliques, surtout à la campagne encore plus, mais même en ville. Et donc, pour représenter tout ça, je me suis dit, je peux pas me mettre sur le mur de gauche, le mur de droite, vers la porte, parce que forcément, j'annule une façade en faisant ça. Donc, le meilleur moyen de tout représenter, même la table et tout ça, c'est de se mettre au plafond, en fait. Et donc, d'imaginer une perspective depuis le plafond. Alors, après, je prends... Tu t'es mis comment au plafond? Tu utilisais un treuil? En fait, j'ai pris beaucoup de photos, par contre, pour ça. Justement, j'ai demandé j'aurais aimé le faire sur place, mais il aurait fallu que je reste plusieurs jours au même endroit. Mais donc du coup, j'ai pris beaucoup de photos de cet intérieur pour avoir le détail de tous les objets qu'il y avait dedans. La photo, pour moi, je suis pas un très mauvais photographe, je m'en sers vraiment comme d'un document. C'est pour savoir où étaient les objets, de quelle couleur ils étaient, quelle était leur taille par rapport à un autre objet. Et voilà. C'est vraiment de pur document, donc je m'y traille. Et comme ça, je savais exactement ce qu'il y avait dans cet endroit-là. Et après, c'est plus tard, chez moi, j'avais commencé à l'hôtel déjà au Japon, mais après chez moi en France, j'ai pu monter cette perspective
pour montrer tous les détails de l'intérieur. Voilà. Et en déformant aussi un peu parce que parfois ça rentre pas dans le cadre. Je disais tout à l'heure en rigolant le côté fisheye, mais c'est exactement ça. Il y a ce côté très arrondi au niveau de la perspective qui déforme un petit peu les proportions. Voilà, sachant que les intérieurs sont assez exigus. Le problème, c'est de mettre plein de choses dans un espace réduit qui est la page. Je dessine au même format que les bouquins en fait. Mes originaux, ils font la taille du bouquin. Ils sont ni rétrécis ni agrandis. Et du coup, c'est à la fois grand mais petit. Ça dépend de ce qu'on a dessiné. Et du coup, selon le sujet, on est obligé de déformer les lignes, voilà, tout ça. Oui, il y avait une question que je me posais vis-à-vis de ton travail, parce qu'on est vraiment dans du carnet de voyage. C'est classé comme de la BD. Est-ce que toi, tu considères que ce que tu fais, c'est de la BD ? Je sais jamais trop quoi répondre. Du coup, dans ce festival, pour me présenter, je sais pas trop. Oui, je fais des BD, carnet de voyage. C'est un mélange de tout. En fait, je me suis pas posé la question de savoir, de rentrer dans une catégorie, mais pas par snobisme, vraiment, parce que j'adapte ma façon ma narration en fonction de ce que j'ai raconté, du sujet. Si je dessine une maison, y a pas besoin de faire des cases, quoi. Je dessine la maison, pleine page, et puis je mets un petit texte s'il y a besoin. Parfois, il y a rien. Mais par contre, s'il y a une anecdote avec des chats, avec un bonhomme, un clochard qui vient me voir, j'en sais rien. Mais là, je suis obligé de séquencer et du coup d'adopter plus un style un peu plus BD. Un langage de bande dessinée. Voilà. On va venir un peu plus sur Tokyo Sanpo et Madabeshima. Il y a quelque chose moi qui m'a marqué déjà à la base, c'est que l'éditeur, je n'avais jamais entendu parler avant, Emmanuel Piquier, donc Philippe, pardon. Effectivement, il en a vraiment entendu parler. Philippe Piquier, pardon. C'est un éditeur très spécialisé dans tout ce qui tourne autour de l'Asie. Oui. C'est toi qui allais lui proposer tes projets ou c'est lui qui est venu vers toi ? Non, c'est moi qui l'ai rencontré au Salon du Livre Jeunesse de Montreuil. Où on peut avoir des rendez-vous avec des professionnels de la profession, on va dire. Et ça, c'était en 2008, je crois. Et voilà, je connaissais un petit peu la maison d'édition comme ça de loin, mais je savais que c'était sur l'Asie, c'est pour ça que j'ai demandé un rendez-vous avec eux, mais sans d'autres prétentions. Je pensais au mieux faire des couvertures de ces romans, parce qu'il édite surtout des romans format poche qui traduisent. Oui, il y a très peu de BD, chinois, il y a très peu de BD dans ces éditions. Non, il n'y a pas. Il y en a, mais pas beaucoup la BD, Philippe. Oui, donc j'ai eu vraiment de la chance qu'il apprécie mon travail. Du coup, tu es allé le voir avec une maquette déjà ou non, c'est simplement l'idée de ce que tu voulais faire ? J'avais déjà scanné mes dessins, je les avais imprimés et puis je les ai montrés comme ça. En fait, je suis pas tombé sur lui d'entrée de jeu, je suis tombé sur celui qui s'occupe de la fabrication, en fait, qui est en contact avec les imprimeurs, enfin le technicien, en fait. C'est une petite maison d'édition, mais qui appartient à un gros groupe, par contre, à Harmonia Mundi. Donc, il y a les avantages de la grosse maison et aussi de la petite. C'est-à-dire que, en termes de relationnel, oui, c'est plus... Ouais, c'est bien diffusé, en principe. Mais par contre, c'est une petite équipe, ils sont 5-6, quoi, donc je les connais bien. Et voilà, donc je suis tombé sur le technicien, on va dire, du livre. Et qui m'a dit, lui, ça lui a plu. Il m'a dit, je te promets rien, envoie-moi un CD dans quelques semaines avec tes dessins dessus. Je le mettrai sur le bureau de Philippe, et puis si ça lui plaît, il t'appellera, et puis après vous verrez, vous parlerez de comment en faire un livre, parce que c'était un peu, même si je les avais imprimés, tout ça, c'était un peu en vrac quand même. Ça avait pas de sens. Je savais même pas comment parler de mes dessins. Il y avait un aspect un peu décousu. Je suis allé au Japon, j'ai dessiné ça. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que tes bouquins, c'est pas une reproduction de tes carnets, c'est vraiment un montage de différents dessins que tu montes dans tous les sens. Le bouquin, livre, ouais. Alors, du coup, pour en faire un livre, j'en ai discuté avec Philippe Piquet, donc qui lui a dit, ça lui plaisait, donc il a dit, il faudrait par contre réorganiser le tout pour lui donner une structure un peu plus cohérente, parce que c'est vrai que ça allait dans tous les sens. Et du coup, c'est lui qui a trouvé l'idée d'organiser ça par géographie, par quartier, en fait. Chaque chapitre représente un quartier de Tokyo. Alors, il n'y a pas tous les quartiers, parce que j'ai pas été dans tous les quartiers. Et puis, parce qu'à l'époque, j'avais pas ça en tête. Je me baladais dans Tokyo, je dessinais le premier truc qui passait devant moi qui me plaisait. J'avais pas d'autres lignes éditoriales. Je savais pas que je faisais un bouquin.
Et donc c'est lui qui a dit, voilà, pour structurer le truc, on va organiser ça selon, grosso modo, le schéma de la Yamanote Line, qui est la ligne périphérique, on va dire, entre guillemets, de Tokyo. Enfin, c'est pas périphérique d'ailleurs, mais la ligne de métro aérien. Enfin, voilà. Et donc on va prendre, voilà, les chapitres correspondront à des quartiers et des stations de cette ligne de métro. Et voilà, puis on présentera ça par un Koban, un petit commissariat, en début de chapitre, parce que c'est un fil rouge dans le bouquin, les histoires avec les flics et tout ça. Justement, les Koban, tu les avais déjà tout dessinés. Non, voilà, donc les deux trucs que j'ai pas dessinés sur place, c'est donc les cartes, parce qu'il y a aussi l'idée de faire des cartes des quartiers. Donc les cartes, je les ai pas faites sur place, je les ai faites en France, et les Koban aussi. J'avais plein de photos de Koban, parce que, enfin, je pense que je suis pas le seul en allant au Japon à prendre des photos de Koban, c'est trop marrant. Enfin. Donc les Koban, c'est les postes de police voilà, qu'il y a dans tous les quartiers. Petits, voilà, exactement. Ça ressemble à des magasins de nouilles, en fait. Ouais, c'est grand comme des toilettes publiques. C'est ça, c'est ridiculement petit. Et il y a souvent, enfin, ça donne lieu à des architectures assez rigolotes, quoi, assez bigarrées, quoi. Ouais, ça va du moderne au truc miteux, en béton, déjà usé par le temps, mais donc voilà, je sais, j'en avais pris plein en photo, je dis oui, ça va servir pour voilà. Et pour les cartes, comme j'adore les cartes, j'avais plein de documentation que j'avais prise comme ça pour moi, qui m'ont bien servi du coup pour refaire des cartes. Bon, après je me suis aidé évidemment de Google Maps et tout ça. Et voilà, c'est comme ça que le bouquin s'est monté. Et du coup, il y a très peu de dessins qui ont été enlevés par rapport à mes carnets de base. Il y a 3-4 dessins, c'est tout. D'accord. Dans Tokyo Sempo, tu montres beaucoup des lieux, j'ai remarqué, hein, alors que dans Manabeshima, c'est beaucoup des gens. Ça vient de les différences entre la ville et la campagne, ou c'est une volonté de changer le point de vue dans le deuxième livre? Oui. En fait, je suis allé à la campagne justement pour ça, pour raconter un peu ce qui m'avait manqué à Tokyo, c'est-à-dire les rencontres, les relations humaines, parce que ça reste très superficiel à Tokyo. Enfin, j'avais toujours des gens qui venaient me voir quand je dessinais dans la rue, parce que c'est rigolo pour eux. Mais voilà, ils partaient et puis on se revoyait plus. Alors que sur une petite île à la campagne, là, on croise toujours les mêmes visages, les mêmes personnages. Il y a 300 habitants à Manabeshima, du coup. Et du coup, c'est pour ça. Enfin voilà, j'en suis venu à raconter des anecdotes, ça t'a laissé plus de temps pour rencontrer les personnes. Comment ? Ça t'a laissé plus de temps du coup pour rencontrer les mais personnes. Ça allait très vite. Ça allait très vite. Mais avant d'y aller, j'étais sûr que ça allait se passer comme ça. Enfin que j'allais. Ça a correspondu assez parfaitement à ce que tu recherchais en allant. Ouais. Oui, j'y allais pour ça, vraiment, pour parler, pour l'équipe Proco, pour tout ça, pour apprendre aussi, apprendre la vie, apprendre le japonais, voilà, apprendre les lieux. Tout. Il y a une narration qui est dans Tokyo Sempo. Moi, j'ai remarqué que c'était une sorte de petit. Enfin, il n'y avait pas de narration. On passe vraiment d'un quartier à l'autre. Il y a un peu une histoire. On voit que tu y arrives avec ta copine. On suit un petit peu ça, mais c'est vraiment filigrane. Tandis que dans Manabeshima, il y a vraiment quelque chose de feuilletonnant. Il y a un fil rouge avec je vais pas donner son nom parce que c'est avec le clodo qui vient t'emmerder pendant que tu dessines. Il y a vraiment, on sent un fil rouge dedans. Oui, il y a des récurrences, quoi. Enfin, Est-ce que le fait d'avoir t'avais déjà fait Tokyo Sempo avant, quand tu fais Manabeshima? Oui. Est-ce que le fait d'avoir fait Tokyo Sempo, est-ce que tu as cherché d'avoir justement ce côté fil rouge, cette narration, de plus raconter une histoire? Oui, la grosse différence entre les deux, c'est que Manabeshima, quand je suis parti là-bas, je savais que je partais pour faire un livre. Enfin, je m'étais mis d'accord avec Philippe Piquet, donc. Et je lui avais dit, voilà, ce serait bien de faire le même que Tokyo Sempo, on va dire, mais à la campagne, quoi. Raconter un peu la vie à la campagne japonaise. Il n'avait pas dit oui tout de suite, mais il attendait de voir si le premier allait marcher un peu, quoi. Et parce que je lui demandais de l'argent, en fait. Oui, tout de suite, ça se refroidit un peu. Ouais, bon, mais j'aimerais manger. Ouais. J'avais plus de bourse, j'étais plus étudiant. Et voilà, enfin, je lui demandais de l'argent, je lui demandais de me payer le voyage, et puis éventuellement la nourriture là-bas. Enfin, je lui avais dit que j'irais camper. J'ai pas campé, en fait, sur place. C'était un peu compliqué, mais du coup, je lui ai dit, j'ai juste besoin d'un billet d'avion, et je vous ramène un bouquin. Voilà, tu t'es fait payer un billet d'avion. Ouais. Après, il y a un contrat. Voilà. Après, il y a de quoi manger aussi en France. Ouais. T'as fait 2 livres, t'es sur un principe identique. T'as pas peur de te coincer dans un genre?
Si, bah oui, mais c'est pour ça que le livre sur lequel je travaille actuellement, il est toujours sur le Japon, mais il est pas pareil, quoi. C'est une fiction. Pour le coup, là, c'est plus une BD. Enfin, c'est franchement une BD. Et donc, je suis pas dedans. Les personnages n'existent pas. Les lieux n'existent pas non plus. Enfin, c'est pas futuriste, c'est réaliste. Mais c'est une ville japonaise que j'ai inventée. Et voilà, parce que je voulais changer. Mais après coup, c'était assez laborieux à faire. Je suis pas sûr d'être fait pour ça, pour inventer des histoires, on va dire. Et ça manque beaucoup de repartir dehors, dessiner un décor, des gens. Voilà. Parce que c'est quand même, c'est un métier un peu déprimant de dessiner, dessinateur dans l'absolu, on va dire. Enfin, quand on est chez soi, assis sur une chaise face à sa feuille. C'est un petit peu plombant, il faut... moi, je vis bien, hein, mais ça me manquait d'être dehors et de bouger un peu. Et ces 2 bouquins proposaient justement les 2 avantages de pouvoir dessiner tout en étant... c'est vrai que dans ces 2 bouquins, il y a un côté un petit peu naturaliste du 18e où tu pars un peu à l'aventure et tu croques ce que tu rencontres, aussi bien des objets que des personnages, et tu racontes ça. Il n'y a pas de hiérarchie. Alors justement, dans ton prochain bouquin, tu gardes le même style graphique, quelque chose d'un petit peu enfantin, entre guillemets. Non, mais justement, je me suis trop laissé prendre à ma propre histoire qui est... entre guillemets un polar, quoi, un grand mot pour et du coup j'ai fait un style plutôt réaliste, plutôt proportionné, avec des perspectives à peu près respectées. Donc contrairement aux grosses têtes qu'on peut rencontrer là. Ouais, et puis il y a plus d'œil de poisson. Du coup ça change un peu, mais même sans ça on évolue forcément de livre en livre. Enfin moi par exemple pour le prochain j'utilise beaucoup plus d'aquarelle, d'encre. Mais il y a toujours du crayon, mais je mélange les deux. J'aime beaucoup d'ailleurs. Le nouveau style entre guillemets. Le fait de travailler là-dessus. Je pense qu'il y a pas mal de possibilités. Moi, je découvre à ma modeste échelle, mais voilà. Après, je l'ai pas décidé comme ça. Ça vient. Et s'il y a un 4e livre, on n'en est pas là parce que le 3e n'est pas fini. Je pense qu'il sera aussi différent au niveau du style. Sur les 2 premiers, tu travailles en solo. Le 3e, tu travailles aussi en solo. Oui. Et tu disais à l'instant que justement inventer l'histoire, c'était pas forcément évident pour toi. Est-ce que tu pourrais envisager une collaboration avec un scénariste pour le coup, histoire de te libérer de cette partie-là et que tu sois que sur du dessin? Je sais pas. Je me pose régulièrement la question et j'ai pas de réponse définitive. Et j'ai peur que ce soit compliqué. Ouais, j'aime bien être tout seul en fait. J'ai pas dit que c'était évident, voilà, justement. C'est pour ça que je te pose la question. Non, mais j'aime aussi ce côté indépendant de la bande dessinée. Il n'y a pas d'équipe technique, on est tout seul, donc on décide de ce qui se passe, de ce qui se passera pas. Oui, tu mènes ton projet de A à Z. Voilà. Et en plus, mon éditeur est très, très sympa là-dessus. Il me laisse très libre. Toujours chez Philippe Piquet? Ouais, toujours. En fait, il est spécialisé sur l'Asie, donc tant que je fais des trucs qui ont plus ou moins à voir avec l'Asie, d'une manière générale, il est preneur, et puis moi, j'ai pas de raison d'aller voir ailleurs. Mais si je fais un carnet de voyage plus tard sur le Brésil, c'est sûr que ce sera pas avec lui, et je pourrais pas. Parce que... On va parler un peu du voyage, justement. Tu ressens des manques par rapport au Japon, du fait de vivre en France, au niveau de l'état d'esprit, de la nourriture, ou autre chose à ce niveau-là? Les poulpes. Les poulpes, ouais. Ouais, mais exactement. La nourriture, je pense, c'est le plus dur. Les décors aussi. Là, ça fait 1 an que j'y suis pas allé et ça me manque. Oui. Mais oui. J'y retournerai cette année. Donc, Plutôt dans une grande ville ou plutôt dans non, un petit... définitivement la campagne. Et puis certainement encore un voyage à vélo parce que j'adore ça. D'ailleurs, après 2 mois de régime maritime, tu peux encore manger du poulpe. Et tes taux de mercure, ça en est où? Depuis mon séjour à Manabeshima, j'en ai peu mangé après. Au Japon, voilà, surtout. Mais en France, je mange pas beaucoup de poulpe. On n'en trouve pas beaucoup. C'est peut-être pour ça que je suis moins productif. Parce qu'au Japon, je suis vachement productif. C'est le mercure,
Tout ce qu'on trouve dans la... Justement, avec les événements de Fukushima, par exemple, ça t'a pas un peu refroidi sur le Japon? Ouais, non, pas du tout. Mais bon, après, c'est arrivé dans une région que je connais peu. Et tous les amis, enfin tout ce que je connais du Japon, c'est plutôt dans la moitié sud du Japon. Pas Tokyo pour le coup. Et donc c'est quand même un endroit du Japon relativement peu concerné. C'est un mot un peu périlleux de dire ça, mais c'est peu concerné par ce qui s'est passé, parce que en fait, le Japon, c'est quand même assez long, c'est étroit, mais c'est assez étendu comme archipel. Et du coup, je connais pas de personne qui ait vraiment été touchée par le... Ouais. Enfin, les amis d'amis, après, c'est toujours des trucs... Ouais. Mais ça n'a pas du tout changé mon envie d'y aller. Et puis travailler avec 3 mains, c'est plus pratique. Oui, ouais. Tant que tu étais au Japon, tu as cherché des contacts dans le milieu de l'édition? Oui, à l'époque de Tokyo Sampo, enfin vraiment très vaguement. Ma compagne de l'époque parlait très bien japonais, donc c'était plutôt elle qui faisait les démarches, mais ça n'a rien donné. Enfin, c'est un peu compliqué. C'est quoi? C'est le fait d'être un Européen, ou c'est le fait que le sujet n'était pas du tout dans... Non, mais je pense qu'on manquait surtout de méthodologie pour savoir à qui s'adresser. Et puis à l'époque, j'avais 3 dessins à montrer. Un Français qui traîne dans les rues, qui présente 3 dessins à un éditeur, mais pas. Bonjour, je suis français. Un chèque. Hein. Donc on a vu qu'à Manabeshima, tu dessinais et qu'en échange, tu te faisais nourrir. Tu as essayé en France? Eh ben oui, ça a marché. En fait, je dessine. J'ai très peu fait ça en France, de dessiner dans la rue, voilà, comme ça, au long cours. J'ai très peu fait, et en fait, la seule fois où je l'ai fait, c'était au Mont-Saint-Michel, il y a à peu près 1 an, parce qu'un magazine m'avait proposé de me payer pour aller là-bas et raconter ce qui se passait au Mont-Saint-Michel. J'ai pas dit non. Et ça a marché là-bas. Enfin, oui, même au Mont-Saint-Michel, où il n'y a que des touristes. Et puis il y a des bons restos au Mont-Saint-Michel en plus. Non. Ah Non, il n'y a que des mauvais restos. Ah ouais? La mère Poulard, si tu nous entends. Gros sujet. D'accord, donc la mère Poulard, c'est ça. À part celui où j'allais, il était plus un bar en fait. On y revient. Mais il faisait des sandwichs, c'est très bien, c'est suffisant les sandwichs. Parce que non, les omelettes de la mère Poulard, il n'y allait pas. C'est 70 € l'omelette. Oh, mais elle est bien battue. Ouais. Donc on n'avait pas de tes projets, mais on en a déjà parlé. Tu vas donc sortir un polar chez Philippe Piquet. Ouais. J'aurais pas dû dire polar parce que vous allez vous mettre ça dans la tête. Et c'est pas... D'accord, c'est plus. C'est juste qu'il y a des policiers, il y a des voyous. Une enquête noire. Ouais. C'est prévu pour quand? Il y a un titre déjà? Si tout se passe bien, c'est pour septembre-octobre. Voilà. Septembre-octobre. Un titre? Non. J'en fais un vite là. Mais c'est comme Manabeshima, le titre on l'a trouvé l'an dernier. Mais en fait, c'est tout bête, c'est le nom de l'île. Mais je me suis vraiment creusé 6 la mois de tête. recherche, 2 bureaux d'études. Au début, je me suis dit Inaka Sampo ou un été au Japon. Ou, enfin, je sais pas. Je cherchais dans ma tête et puis après, on cherchait avec l'éditeur. Je me suis dit non, on va rester très simple. Un vélo, un poulpe et moi. Ouais. Non, mais voilà. Tu aurais envie de voyager dans d'autres pays que le Japon pour faire les mêmes expériences? Tu as des endroits particulièrement qui t'intéresseraient Moi, je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que j'ai une attirance plus prononcée pour l'Asie d'une manière générale. Et j'aimerais bien aller dans les îles du Pacifique d'une manière générale aussi, Polynésie, Marquise. Ouais, il y a pire, quoi. Ouais. C'est sympa, les éditeurs. J'aime bien les cocotiers, j'aime bien le sable. Tu viens de quelle région à la base? Dans le coin de Clermont-Ferrand. Ah ouais, donc c'est un truc très différent. Tout s'explique. Ouais. Mais pour moi, la mer, c'est encore exceptionnel. D'accord. Tu pourras. J'en suis pas lassé. Le jour où je serai lassé, je ferai des carnets de voyage en Biélorussie, certainement. Je pense que tu pourras profiter de la visite des calanques qu'organisée demain, très sympa. Maintenant, on va parler un peu des bandes dessinées. Donc, tout à l'heure, on a sorti quelques titres d'ouvrages qui sont pas forcément des bandes dessinées. Alors, c'est des choses qui sont pas forcément connues, et donc justement qui nous intriguent d'autant plus. Tu m'as parlé de l'archipel des îles d'Auvergne, de Imago Sequoia. Oui. Qu'est-ce que c'est?
Alors, j'ai conscience que c'est un petit peu obscur, et c'est pas par snobisme, hein, c'est vraiment parce que j'aime beaucoup ce bouquin. Bienvenue c'est dans deux bouquins. Apostrophe. Comment ? Bienvenue dans Apostrophe. Voilà. Faut mettre des vestes en velours. C'est ça. Des grosses lunettes. Aikai, ouais. Non, alors, ouais, c'est deux bouquins, en fait, qui ont été publiés dans les années 90, 92, 93, et qui sont des faux carnets de voyage, en fait. Moi, je les ai découverts à l'époque, hein, quand j'étais ado, voilà, donc j'avais rien publié encore. Et qui partent du principe que on est dans le futur et que la mer, enfin les océans sont montés de 1000 mètres, en fait, d'1 kilomètre. Et donc, du coup, le carnet de voyage, c'est l'histoire d'un voyage de Imago Sequoia. Donc, c'est l'auteur, en fait, qui voyage à travers le monde. Enfin, il fait partie d'un voyage inaugural d'un gros dirigeable, un espèce de gros ballon qui va l'emmener un peu partout dans le monde. Et chaque carnet, enfin, je pense que c'était un projet, je connais pas l'auteur personnellement, même s'il est auvergnat. Et je pense que ça faisait partie enfin, l'idée du projet, c'était certainement de faire beaucoup de bouquins qui auraient parlé de toutes les étapes de ce voyage. Malheureusement, il n'y en a eu que 2. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il a changé d'envie ou si ça n'a pas trop marché. Ouais. Mais ce qui est très bien, c'est que c'est très réaliste. Il y a des cartes de style IGN, donc très détaillées, très précises, d'abord d'un autre planisphère avec la montée des eaux de 1000 mètres. Donc ça donne un autre aspect à la Terre. Donc il n'y a quasiment plus d'Europe, quoi. Il n'y a plus de France, enfin, à part l'Auvergne, les Alpes et les Pyrénées, quoi. Et donc voilà, c'est très bien fait, mais après il y a des cartes encore plus détaillées. Donc pour le coup, l'archipel des îles d'Auvergne, puisque l'Auvergne est devenue un archipel, mais avec les monuments à visiter, des fausses cartes postales. Enfin, c'est très bien fait. C'est en noir et blanc, c'est du trait. Enfin voilà. Vous pouvez le commander sur Internet. Je suis très fier d'en faire la pub. J'aimerais bien que tout le monde découvre ça. Et il y a que 2 tomes. L'autre, c'est les îles Ibériques, je crois, ça s'appelle. Parce qu'après, il va en Espagne. Et voilà. C'est de là, tu penses, qu'est venu ton goût des cartes ? Parce que t'aimes beaucoup les cartes, on le voit. Je sais pas si c'est le déclencheur, mais en tout cas, ça a contribué à poursuivre cette passion. Je sais pas. Ouais, ou c'est peut-être, j'en sais rien, c'est difficile de savoir. Il n'y a pas eu de déclic un jour J. Voilà. C'est comme pour le Japon, c'est progressif. Et ça a certainement participé au truc. Ouais. Il y a un petit côté le monde vu du ciel dans tout ce que tu me racontes depuis tout à l'heure. Oui. Voir les choses d'en haut. Oui. Un autre auteur qui t'a marqué, c'est Emmanuel Guibert, dont je ne saurais que conseiller Le Photographe si vous ne l'avez pas lu, c'est vraiment génial. Tu parlais donc de la vie d'Alan et de l'enfance d'Alan, qui raconte l'histoire d'un ancien soldat américain qui raconte un peu sa vie. Mais surtout, tu as parlé d'un bouquin de lui que je connaissais pas du tout, qui s'appelle Japonais. Ouais, Japonais, comme un Japonais. Et qu'est-ce que c'est que ça raconte ? Eh ben, Qu'est-ce que c'est que ça raconte ? Oui. C'est une espèce de compilation, alors c'est pas très joli de dire ça, mais de ses dessins qu'il a fait pendant son séjour à la Villa Kujoyama, qui est une espèce de villa Médicis qu'il y a au Japon, à Kyoto, et où des artistes peuvent séjourner plusieurs mois, et donc lui il a bénéficié de ce programme. Et voilà, il s'est mis à dessiner tous les jours, j'en sais rien, mais beaucoup. Le bouquin est épais comme ça. Et il y a aussi des petites nouvelles écrites au début du livre, mais après c'est surtout des dessins. Et graphiquement, je trouve ça superbe parce que c'est très varié, c'est très risqué aussi. Il a dessiné sur différents supports. Il raconte qu'il a récupéré un meuble qui traînait dans la rue, il l'a démonté, un vieux bureau, et sur les planches, il a fait des trucs, des portraits. Non, c'est très beau. Enfin, c'est impossible à décrire comme ça à l'oral. Il faudrait vraiment que vous vous renseignez sur Internet, ou le mieux acheter le bouquin. Il est un peu cher par contre. Et puis il est pas très trouvable maintenant parce qu'il a été édité, je pense, il y a 3-4 ans, un truc comme ça. Il faudrait vérifier. Mais je trouve ça fabuleux parce que vraiment on a l'impression que il a pas joué la sécurité, quoi. Il a pas essayé de dessiner ce qu'il sait faire, mais il y arrive quand même. Il sait le faire quand même, voilà.
Tu nous as parlé aussi de Brecht Evans. Alors Brecht Evans, c'est un auteur assez particulier qui a beaucoup fait parler de lui à Angoulême. C'est il y a 2 et 3 ans, je crois, qui a fait Les Amateurs et les Noceurs. Et je retrouve un peu ce goût pour la couleur, ce mélange de teintes. Qu'est-ce qui toi t'a marqué dans le travail de Brecht Evans graphiquement? Oui, les couleurs, enfin la liberté graphique de manière générale. Mais chez lui, j'aime les deux. Enfin, j'aime le dessin, mais aussi l'histoire, le texte, le rythme, la narration. Tout ça, ça va ensemble. Enfin, c'est pas dissociable. Et je trouve qu'il réussit les deux parfaitement. Voilà, je suis pas très au point sur l'actualité de la bande dessinée, mais parmi les dernières choses parues, c'est peut-être ce que j'ai préféré. Oui, Les Noceurs racontaient un peu l'histoire d'une bande d'amis, enfin d'amis entre guillemets, qui vont faire la fête. Et il y en a un, c'est le roi de la fête, et tout le monde veut être son ami. Et puis on voit que ce monde des apparences, et graphiquement, ça part dans tous les sens. Il y a un travail de la couleur qui est assez impressionnant. C'est vrai que c'est un travail vraiment curieux. Très moderne, je trouve, très contemporain, dans le côté art contemporain, je trouve. Oui. Et tu nous as enfin parlé d'un japonais, qui est Shigeru Mizuki. Oui, voilà. Qui a fait Kitaro, donc une histoire sur les yokai. Les yokai, c'est des démons japonais, si je traduis. Oui, voilà, les fantômes, des démons. Il a fait Nononba aussi, qui raconte son enfance quand il était élevé par sa grand-mère, donc dans la campagne japonaise, voilà. C'est publié chez Cornelius, je crois. Ça reste un auteur très historique au niveau du manga, de la bande dessinée japonaise. Ah oui, c'est un grand. Mais en fait, je lis très peu de manga. C'est pareil, je sais pas. Donc ton goût pour le Japon n'est pas venu de la bande dessinée? Ah, pas du tout. Non, je sais même pas de quoi il est venu. Peut-être plus. J'avais des amis japonais au lycée, enfin juste après. Et les amis, la nourriture, les films aussi. Les films, mais c'est pareil, les films, j'ai un peu décroché, malheureusement. C'est pas par principe, mais manque de curiosité ou de temps. Enfin bon, ça c'est une mauvaise excuse. Mais c'est peut-être ça à l'époque qui m'a poussé encore plus vers ce pays. Et par contre, les mangas, non, j'en ai très peu lu dans ma vie. J'ai rien contre non plus, je suis désolé. Je suis mal élevé en fait. Je crois que c'est ça. Tu parles de films japonais, je fais une petite parenthèse. Le choix de l'île de Manabeshima, c'était justement parce qu'il y a des films qui ont été tournés sur place, comme on l'apprend dans le bouquin, ou c'était un total hasard? Ça, j'ai appris bien plus tard en fait. Non, elle n'est pas du tout connue, Manabeshima. Même s'il y a eu des films... En fait, des films ont été tournés à Manabeshima, 2, à ma connaissance. C'est beaucoup de films. Pour une île de 300 personnes, ça fait beaucoup. Voilà, ils n'ont pas été tournés intégralement dedans. En fait, Manabeshima servait de décor parce que ça aurait pu être une île à côté, parce que pour le film, ils avaient besoin d'un décor rural et avec, les maisons pétées, tout ça. Mais dans les films, dans le scénario du film, c'est pas censé se passer à Manabeshima, c'est censé se passer, je sais même pas où. Voilà. Mais ça, je l'ai découvert sur place, quoi. En fait. Hasard et coïncidence. Ok. Est-ce que vous avez des questions dans le public? Est-ce que vous voulez poser des questions à Florent? Profitez. Attention, j'ai l'impression que... C'est Mathieu qui est très gentil, qui peut se déplacer. Mathieu, fais le mec gentil. Ouais, montre, vas-y. Tends le micro. Regardez, il est gentil, le micro. Parlez-lui. Non, il faut leur timide. Un petit verre d'eau, par contre. L'organisation se jette vers le verre d'eau. Donc là, on va rentrer dans une phase de notre émission assez terrible. C'est un questionnaire qu'on pose à chacun de nos invités, ce qu'on appelle les questions à la con, parce que ce sont des questions totalement stupides. Tout est dans le titre. Tout est dans le titre. Certaines, tu ne pourras pas y répondre. Tu vas avoir le choix à chaque fois entre 2 choses. D'accord. Tu vas choisir, tu as le droit d'utiliser un joker. Tu peux commenter pour nous expliquer ton choix ou pas. Tu es totalement libre. Attention, je commence. Hergé ou Franquin? Franquin. À moteur ou à plume? À moteur ou à plume? Ouais. Quand on te dit que c'est des questions à la con... À plume. Soleil ou l'association? Joker. Non, association. Merci. Slip ou caleçon? Association, je connais. Slip ou caleçon? Caleçon. Jonah Jameson ou Jenna Jameson? J'aurais dû dire Joker avant. Vous le savez maintenant. Jonah Jameson ou Jenna Jameson? Et là, il y a un blanc. Voilà, généralement, c'est ça. En général, soit tu captes tout de suite, soit tu peux pas répondre. On t'explique. Blonde ou brune?
Joker. Les deux. Ouais, les deux, ouais. Rousse. Batman ou Superman? Batman. Xbox ou Wii? Oui. Noir et blanc. Noir et blanc pas cher ou couleur de luxe? Couleur de luxe. Thé ou café? Café. Trondheim ou Larsonnais? Larsonnais. Protoss ou Zerg? Là, tu vois pas. Non, tout le monde comprend sauf moi. Un micro dans le public là-bas, s'il vous plaît. Il y en a qui ont compris. C'est du jeu vidéo. Ah, On est dans les références geeks, là. Ouais. Hein. Mais enfin, j'ai joué aux jeux vidéo, hein. Faut pas croire. Je suis pas un vieux con. Hein. Mais moi, je connais pas. Numérique ou traditionnel? La tienne. Traditionnel. Bière ou pastis? Ah, pastis. J'adore le pastis. C'est bien. Mon dentifrice, c'est à l'anis. Pour la petite confidence. Mon dentifrice, c'est du 51. Il n'y a pas d'alcool dedans, mais j'adore l'anis. One shot ou saga? Un coup. Enfin. On a shot. Blur ou Oasis? Blur. Donald ou Howard the Duck? Howard the Duck. Atari ou Amiga? Amiga, j'ai eu un Amiga en plus. J'ai eu deux. Mais... Toriyama. J'ai joué aux jeux vidéo, quoi. Ouais, À Settlers, les Lemmings, tout ça. Voilà, donc Amiga, ça veut tout dire. Hein. Worms. Ah, Worms. Toriyama ou Otomo? Otomo. Non, Joker. Toriyama. Les questions sont dures. Eh ben, merci beaucoup, Florent. Toujours pas de questions dans le public. Si quelque chose vous est venu, si notre questionnaire vous a fait vous soulever des questions essentielles autour des goûts de Florent. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous retrouver donc sur le site lavoidesbulles.fr. Nous avons aussi une page Facebook. On a un programme d'émissions très nombreuses, donc on fera une émission spéciale sur le Festival des Calanques et des Bulles. Merci de nous avoir écoutés. Donc lavoidesbulles.fr. On a aussi un Twitter, plein de choses. N'hésitez pas, vous trouverez toutes les informations sur notre site. Si on arrive à faire fonctionner, on va avoir une démonstration de dessin par Florent à l'instant, donc ne partez pas de suite. Et on enchaînera juste après sur une conférence sur le voyage dans la bande dessinée. Merci beaucoup, au revoir. Merci. Merci.